Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préambule. Ressurgit aujourd'hui, l'image de celui qui fut notre ami à l'époque de ses 20 ans. Je le revois auréolé par le souvenir, dans son élégance de geste et d'esprit, participant à nos jeux et à nos plaisanteries, et ni professeur ni moraliste, nous donnant à partager par l'évidence de sa présence, le poids de ses inquiétudes spirituelles. Son langage avait alors un charme particulier, car sous la désinvolture de l'ironie, lèvres un peu pincées toutefois, abordant le fait quotidien, il s'ouvrait brusquement sur la gravité de l'existence. Rencontré au cours d'une promenade, un carré de tombe au pied d'un monastère. Quelques noms, breton, normand ou poitevin, encore lisibles sur les croix de bois au milieu de folles herbes, et cela suffisait pour que du sort des enfants grandis en lointaine province, devenus hommes de foi et de bonne parole et dont les ossements se mêlaient désormais aux schistes du Sahel, naisse l'idée de l'absurde. Triple absurde, de naissance, de vocation et de mort. Aussi bien le bousier triant sa charge sur le sable des dunes, aux yeux de notre ami, évoquait les efforts imposés par les dieux à notre très fraternel Sisyphe. Mes souvenirs me font revivre une enfance ensoleillée, passée au bord de la Méditerranée. Il faisait depuis longtemps très chaud, et vainement nous avions cherché le froid sur les marches du perron. Et nos journées passaient à chercher pour nos jeux d'autres coins de fraîcheur. Vers le soir, montaient jusqu'à la maison les cliquetis de la noria. Nous descendions alors les terrasses plantées de vignes, et nous nous abritions sous le figuier qui de quelques mètres surplombait la route. Près de nous une treille ombrageait la majestueuse noria. Kader, le cheval, y était attelé, et les yeux fermés par de lourdes œillères, il tournait inlassablement autour du manège dont les bruits répétitifs nous réjouissaient car à chaque denture de la mécanique, la lourde chaîne des godets se raidissait et dans le ruissellement des gouttelettes retombant à travers les fougères tirait des profondeurs de sourdes vibrations. Et Kader inlassablement tournait. Mais à l'heure où le soleil allongeait les ombres et dorait les collines, Kader brusquement s'arrêtait. Rien à ce moment n'aurait pu lui faire reprendre son pas. Tendant le cou, il poussait 2 ou 3 hennissements, puis comme souvent pissent les chevaux d'un jet puissant, il pissait un grand coup et sans se presser gagnait du temps. Lourdement chargé par 5 chevaux, la diligence du soir, lentement, gravissait la route qui passait en contrebas et disparaissait au premier tournant. Alors, du haut des terrasses, le palefrenier criait. Kader. Condamnés que nous sommes à ne pas connaître les raisons de la condamnation de Sisyphe, et à demeurer dans l'approche interrogative de ce que nous appelons le bonheur. 1. On choisit pas sa mère. On choisit pas sa mère. Étrange est de naître. Étrange la douceur d'une étrange inconnue, notre mère. Cette chance d'amour et d'inquiétude en nous, mais inavouée, Albert Camus l'exprimait pour nous dans un rire vrai aussi tranchant qu'une lame. Ironie inséparable de lui-même. Le rivage où il naquit était de même mer que celui qui me vit naître, mais pas de même sable. Celui qui me reçut était de ce schiste qui depuis Bouzarea, descend vers El Biar, embrasse la haute ville et plonge dans une mer de beauté. El Jazaïr. Frange d'Afrique tournée vers l'est et le nord, réchauffée de soleil sous le bonheur du ciel presque entier. C'est par le haut que j'ai connu ma ville. Descendant des collines, nous nous arrêtions au bord de sites abrupts dominant la baie, d'où les terrasses et les toits de tuiles déboulaient vers la marine et vers une darse resserrée entre les anciennes casernes espagnoles. Alors dans un ciel de goélands, où criaient aussi des martinets, les rumeurs de la ville montaient jusqu'à nous avec la joie des enfants, les querelles des femmes et l'odeur des canounes où grillaient des poivrons. Ne nous lassons pas de ces récits de paysages et de leurs divers aspects, de ces lignes de tempérance qui dans les peintures révèlent le vrai des figures et donnent valeur aux distances et aux plans. Alger comme un théâtre en demi-cercle autour de cette place des janissaires, devenue place du gouvernement, pour d'autres place du cheval, aujourd'hui place des martyrs. Alger étale ses terrasses et ses lucarnes d'où l'on surprend l'intimité d'une mosquée toute blanche à portée de la main. De la jetée où nous allions avec Camus nous réjouir de l'eau de la mer et de la caresse du soleil, nos regards embrassaient la grandeur de ce théâtre dominé par les créneaux de la Casbah, et par les murs violemment colorés de quelques maisons hospitalières. Au temps où les Français avaient installé leur présence dans la ville, ils avaient trouvé une cité de ruelles en degrés de mule où les charrois de l'artillerie ne pouvaient circuler.
Bientôt 2 grands axes établirent 3 niveaux. La rue Marengo et la rue Randon coupèrent la haute ville et la moyenne Casbah. Puis les rues Bab el-Oued et Bab Azoun séparèrent ces horizontales du quartier de la Marine. Plus tard fut bâti le boulevard de l'Impératrice et cet incomparable dégagement sur le port fit de ces rampes suspendues un des plus beaux balcons de la Méditerranée. La cité put desserrer l'étreinte de ses murailles. Dès lors, la ville s'agrandit de 5 faubourgs accordés aux bords qui dessinaient le golfe. Alger-Centre, Mustapha Belcourt et Bab el-Oued, 5 quartiers dont les habitants se réclamaient de leurs différences. Belcourt, où Camus vécut sa jeunesse, était un quartier d'artisans. Mustapha reçut les intellectuels, les facultés, les magasins de luxe. Alger-Centre, les fonctionnaires et les installations de la marine. Puis Bab el-Oued rassembla les carriers espagnols et leurs descendants. Mais à l'évidence, Alger est faite de 2 villes distinctes. La ville aux souvenirs barbaresques et la ville moderne aux tracés européens. 2 villes se regardant, se toisant et se préservant de leur difficile mélange, que ce soit celui de l'architecture, du langage, du vêtement ou même celui de la nourriture. 2 villes séparées par une invisible barrière qu'une crainte mystérieuse rendait réelle. À surmonter la petite peur, une émotion nous prenait quand nous glissions dans l'ombre des venelles aux pavés humides, entre les murs fermés sur les secrets des jardins, ou à l'ombre des citronniers et des jasmins, les cyprès tournaient dans la transparence des jets d'eau. Les enfants criaient autour des fontaines et nous allions découvrir un orient de femmes voilées, de regards devinés derrière les mouches arabiées d'où filtraient quelques soupçons de thé à la menthe, et quelques musiques aigrelettes soutenues de tam-tam. André Gide, déjà, s'était laissé séduire par des heures calmes que nulle part ailleurs il n'avait écoutées de si étrange façon. Albert Camus, certains soirs de printemps, étranger dans sa ville, bravait lui aussi la petite peur pour aller attendre le crépuscule sur la terrasse du café Fromentin, et regarder par la lucarne s'allumer le port, puis s'émouvoir de la cadence des feux de la passe, l'un rouge, l'autre vert. Ironie du oui et du non. Oui-non. Rouge-vert. Entre ces limites de quartier apparaissaient les différences que le fait colonial maintenait entre des citoyens de première catégorie et des sujets de troisième, chacun de nous acceptant ou subissant inconsciemment ces différences comme un fatum qu'il fallait vivre puisque cela était. Cela était au point que le seul sergent de ville de la place du gouvernement, au regard d'anciens combattants fiers de ses moustaches, avait pour défendre la ville l'autorité de sa médaille militaire, de son accent alsacien, et du sabre-baïonnette qui pendait à son ceinturon. On l'appelait Monsieur Schneider. Nous sommes en 1929 à 30, Alger est comme un théâtre ouvert sur la baie. Mais au bas des assises et des gradins, une seule avenue où se croisaient des jeunesses faisait le passéo pour échanger des regards, se reconnaître ou se défier. De Bab el-Oued à Bab Azoun, Illy, Michelet. Sur un chemin jalonné d'amis portant leurs amitiés de l'un vers l'autre dans une union toujours ouverte vers de nouvelles amitiés, un matin, je rencontrerai Albert Camus. Je le savais, comme si bien avant que cela n'arrivât, je savais déjà que cela serait. Je fréquentais l'académie de peinture que venait d'ouvrir Alfred Figueras, excellent peintre catalan. C'est là que j'ai connu Jean de Maisonseul, et que je me liai d'amitié avec lui. Jean de Maisonseul ne tarda pas à me présenter à Max-Paul Fouchet qui faisait des études de lettres supérieures, dans la même cagne que Fréminville, Perrin, Bellamiche et Albert Camus bien sûr. Un soir, Max-Paul Fouchet nous réunit pour nous présenter un de ses copains dont il appréciait, nous disait-il, l'élégance d'esprit et la façon personnelle d'aborder les études. Dans la brève entrevue où je le vis pour la première fois, une chose me surprit. La cravate lavalière bleue à pois blanc qu'Albert Camus portait, comme en nouaient à leur cou quelques poètes et souvent les photographes, bien que cette coquetterie s'accordât fort bien avec un langage d'une parfaite correction, légèrement posé sur une politesse recherchée et sur la petite moquerie à peine oblique d'une bouche plaisante et sensible. Il était à l'aise dans un costume de serge grise dont la façon un peu étriquée et sans outrance venait d'un tailleur de Mustapha, soucieux d'une clientèle portant chaussures briquées, veston d'alpaga que le sirocco ne pouvait amollir. À Bab el-Oued, nous appelions cela des costumes petits chiquets, chacun des quartiers de la ville mesurant leur différence à l'orgueil de leurs vêtements. Il m'apparut alors qu'Albert Camus, si bien vêtu, était le plus aisé d'entre nous. De cette rencontre rapide, où nos mains pour la première fois se serraient, restent en moi les souvenirs de quelques traits précis.
un front large plus haut que d'autres, des oreilles petites, un nez court, et l'ovale d'un visage d'où émanait une gaieté pondérée comme la joie grave d'une jeunesse fière d'être et certaine de sa présence. Entre les moindres gestes dont Camus à peine ponctués de petites phrases, nos regards se croisèrent et dans l'éclair de ce croisement, je sentis l'intelligence que ses yeux exprimaient, une puissance mâle, une étrange beauté, un charme auquel peu d'entre nous ne purent être insensibles, mais dont l'éclat m'en a fait oublier la couleur. Quand ce jour-là Camus nous quitta, nous nous étions promis de nous revoir bientôt. Est-ce ce jour-là que les chaussettes blanches qu'il portait m'apparurent comme d'un dandysme futile et vaniteux ? Cette pensée avait effleuré mon esprit. Je me trompais sur ses apparences, et bien vite, nous sûmes que ce jeune homme déjà, opposait des parades pour se défendre avec fierté, contre les adversités agressives et les distances sociales qu'elles engendrent. Fouché, qui savait cela par les on-dit du lycée, nous apprit que Camus vivait dans un logis très modeste du côté de Bellecour, près d'une mère besogneuse, veuve de guerre, qu'il n'avait pas connu son père, mort au premier jour de 14. Fouché nous dit aussi que Camus avait pris un mauvais froid au cours d'un match de football où il était goal du RUA, et que ce froid, dégénéré en tuberculose, n'en finissait pas de guérir. C'est pourquoi, nous disait Fouché, l'oncle et la tante, monsieur et madame Acco, avaient hébergé chez eux leur neveu pour lui offrir une demeure où il pourrait, on l'espérait, se refaire une santé. Cependant monsieur Acco était un fin lettré, et le confort qu'il offrait à son neveu se complétait d'une bibliothèque abondamment fournie. Voilà comment je rencontrai celui qui devint notre ami, celui dont Maison Seule disait « C'est un garçon extraordinaire. À son âge, il a tout lu. » Ainsi cette cité barbaresque, vouée encore au siècle dernier à la fortune des mers et au risque de la course, était devenue capitale à la suite d'une conquête aux lendemains incertains, hasardeux. Il s'y agitait une populace de toute origine, dont le mélange était la conséquence de décisions arbitraires et où se brassait un langage étrange. Une voix de clairvoyance dirait l'étonnement d'un fils sans père, lié à une mère dont l'amour ne pouvait être que cruel. C'est par l'envers et l'endroit que Camus dira bientôt ce drame dans une langue précise et de grand style, au-delà de laquelle le lecteur trouvera une pensée soutenue par le « pourquoi moi ?» et l'inexplicable distance entre l'homme et le déroulement de son destin. Ainsi parlera Camus 5, la mère de l'enfant restait ainsi silencieuse. Elle est infirme, pensait difficilement. Elle avait une mère rude et dominatrice qui sacrifiait tout à un amour-propre de bête susceptible, et qui avait longtemps dominé l'esprit faible de sa fille. Émancipée par le mariage, celle-ci est docilement revenue, son mari mort. Il était mort au champ d'honneur, comme on dit. En bonne place, on pouvait voir dans un cadre doré, la croix de guerre et la médaille militaire. L'hôpital a encore envoyé à la veuve un petit éclat d'obus, retrouvé dans les chairs. La veuve l'a gardé. Il y a longtemps qu'elle n'a plus de chagrin. Du haut des gradins d'où les vigiles barbaresques avaient guetté les voiles de la course approchant le golfe, la Casbah descend vers une marine étroite que les tracés des boulevards ont étendue au-delà des antiques remparts. La beauté du site tient de cette ouverture sur le ciel de grand air et de mer. Mais peu conscient de ce cadeau de naissance, jaloux de notre mère comme tous les enfants du monde, en nous régnait sa beauté. Les dessins de Charles Brouty souvent nous restituent la joie des rues élargies d'arcades, où mêlés à la foule nous cherchions les regards des filles, et même celles dont les yeux n'apparaissaient qu'entre les plis d'un haïk et des drapés qui à peine révélaient leur forme. La gaieté des trames à jardinières ouvertes au vent, la ferveur d'une jeunesse avide d'affirmer ses désirs, fière de ses gestes, orgueilleuse d'affronter l'action. Fiancée offerte à la mer. Alger ouverte sur la baie, mais au bas des degrés une seule avenue où les jeunes gens dès le soir cherchaient des frôlements, aux lueurs des vitrines, dans les fumées des cacahuètes, des pois chiches et des patates douces grillées. Au-dessus des remparts, les portes de Bab Jedid s'ouvraient sur les pentes d'Elbiar, dominées par les chemins des crêtes d'où la vue s'étendait, d'un côté sur l'horizon de la mer, de l'autre sur les collines du Sahel. Une couronne d'oliviers sauvages, de lentisques et de pins annonçait des campagnes et des terres, où la pioche trouvait sous l'herbe les rochers des premiers âges. Et cette couronne était souvent une voûte sous laquelle passaient les chemins que nous appelions chemins romains, pour nous rassurer et parce que nos pas butaient sur les degrés qui barraient leur pente à la mesure du pas des animaux. Nous prenions rendez-vous dans les petits bistrots de la ville, mais délaissant la foule où nos voix se confondaient dans les bruits de la rue, nous partions ensemble vers les hauteurs où seulement des chemins d'oliviers, de lentisques et de pins abritaient nos promenades.
Les feuillages griffaient le ciel qui brusquement se dégageait des ramilles, croisant des filets au-dessus de nos têtes. Le rouge des campagnes révélait alors des vallons au fond desquels la mer et l'écume affrontaient les rivages. Et c'est dans cette lumière de mer, de terre et de ciel qu'aujourd'hui je revois mes amis respirant leur jeunesse, redisant leurs inquiétudes ou leurs raisons d'espoir. Au premier jour de février, les amandiers se couvraient de fleurs. Sur un versant de colline, un maltais frisait au petit fer les pentes de son champ. Un âne se mettait à braire, et de loin nous entendions le cliquetis de la noria qu'il tournait inlassablement. Des hommes vêtus de toiles couleur de terre passaient près de nous, une pioche sur l'épaule, silencieux, presque craintifs. Les plis de leurs vêtements avaient pris la couleur de la terre qu'ils besognaient. Souvent à nos pieds un scarabée tirait sur le sable le nid de bouse où naissait sa famille. Objet d'amour, offert par ce pays, le nôtre, mal connu de notre enfance, et que nos âges découvraient pour ces campagnes où Homère et Virgile nous traçaient des chemins entre les acanthes et les asphodèles, nous disant leur joie quand au versant des collines, sous un ciel que changeaient les saisons, ils apercevaient le triangle d'une voile pointée sur la mer. Devant ce monde que chacun de nous voulait même au-delà de nos rivages, mieux aimer que l'autre, nos sentiments devenaient unanimes. Max Paul cherchait des pauses, trouvait des mots. Nous écoutions un beau langage. Albert Camus, quant à lui, d'un rire qu'il voulait agressif, ironisait sur notre sensibilité, la qualifiant de sensiblerie. Le jour où, lassé de ces moqueries trop fréquentes, je lui dis que nous avions nous aussi à nous défendre contre l'adversité, ses yeux se remplirent de larmes et la main qu'alors il me tendit et que volontiers je serrai m'assura de son amitié. Mais superbe ironie, retrouvant les pierres chaudes de soleil, les résonances des drames antiques et des éternelles querelles, c'est lui, Camus, qui un jour rassemblera les images surgies à notre sensibilité et qui, respectueux de la pensée des aïeux, ajoutera à sa pérennité l'innocence de l'orphelin du hasard. La brise poussait de gros nuages blancs, quand au pied d'un monastère, nous nous approchâmes un jour d'un carré de tombes protégé par un petit entourage de fer presque caché au milieu des herbes sauvages. Là, quelques croix de bois portaient encore lisibles, mais délavées, les noms des missionnaires venus de provinces françaises, de Bretagne, de Normandie, d'Auvergne, du Poitou. Gravement nous regardions ces pauvres sépultures, ces croix rapprochées entre lesquelles l'air soufflait sur les avoines et la vive nature exaltait une nouvelle jeunesse. Gravement mais sans tristesse. Albert Camus nous observait, suivait nos regards qui fixaient les croix de bois plantées là, au milieu d'une vie qui renaissait. Sur ses lèvres, non point le rictus de l'ironie, mais plutôt celui de l'émotion dissimulée et quelques mots dépouillés très simples. Homme de lointaine province. Homme de foi et de bonne parole. Dont les ossements sont désormais mêlés au schiste du Sahel. Et cela avait suffi pour que le destin de ces hommes, étrangers à leur naissance, étrangers à leur passion, morts en terre étrangère, nous offre la notion de l'absurde, de ce triple absurde, que nous révélait notre ami. Absurde de naissance, d'amour et de mort. Quand nous avons regagné le chemin des crêtes, nous avons encore croisé des hommes drapés de terre. Chacun d'eux portait une pioche sur son épaule. La brise poussait les gros nuages blancs qui s'amassaient au loin vers l'horizon, sans cacher le soleil. Au fond du vallon, la mer gonflée s'acharnait contre le rivage. Ainsi allions-nous sous le soleil, et sous l'ombrage des chemins, ajustant nos pensées à celles passionnées de Max Paul Fouché et de Camus. Ces moments datent d'une époque où les devenirs du siècle apparaissaient réalisables. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.